des réformes, dormir 4 heures par nuit, travailler avec une toute petite équipe, c'est possible pendant quelques mois, mais à un moment, ça devient plus difficile. Le risque est de devenir solitaire, arrogant, coupé d'un certain nombre de réalités. Je crois à la référence de la Constitution de 58 d'un président arbitre qui ne peut pas avoir raison sur tout. Attention à la tentation de trop d'autorité, sinon on prend trop de coups et on s'use. Voilà quelques-unes des observations, des remarques de l'expérimenté Dominique de Villepin. Est-ce qu'elles sont pertinentes? Il parle du président Macron. Est-ce vraiment la tentation aujourd'hui d'un président jeune et ambitieux pour son pays et pour lui-même? Cette leçon donnée par un retraité de la politique qui n'a jamais été élu par ailleurs, est-elle vraiment utile et valable? On en parle avec, autour de ce plateau, Marc Anderveld. Vous êtes grand reporter à Marianne et vous avez publié L'ambigu Monsieur Macron aux éditions Flammarion. Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, Macron, la grande mascarade aux éditions L'Artilleur. Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF et au CNRS, enseignant à Sciences Po. Et Hervé Gattegno, directeur de la rédaction du JDD, éditorialiste BFM TV. Alors voilà, est-ce que Emmanuel Macron est autoritaire ou autoritariste? Est-ce qu'il émane de lui une forme d'autorité naturelle? Ou est-ce qu'il en rajoute? Est-ce qu'il s'épuise au travail? Est-ce qu'il n'écoute pas et comment dire, il zappe un peu les corps intermédiaires? Et Dominique de Villepin dit j'ai un peu fait ça pour le CPE et ça n'a pas vraiment marché. Alors comment juger, comment prendre cette phrase, Marc Anderveld? Il faut revenir sur le parcours d'Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron est largement double face sur le plan politique. Il s'est effectivement intéressé à Michel Rocard et à la deuxième gauche, mais aussi à Jean-Pierre Chevènement. Et quand je l'interrogeais en 2015 sur ce parcours assez particulier, passé de Chevènement à Michel Rocard, il m'expliquait que la deuxième gauche de Michel Rocard avait un rapport complexé à l'État et que dans le cadre de la globalisation, on ne pouvait s'affranchir d'une réflexion sur l'État. Et donc on voyait déjà poindre une conception de l'État vertical, comme il l'a ensuite théorisé. Et il faut rappeler aussi, en juillet 2015, quand il expliquait que dans la vie politique française, il y avait un absent, c'était la figure du roi. Donc on voyait très bien qu'il voulait totalement prendre le costume du monarque républicain. Donc on n'est pas très surpris en fait par les premiers mois de gouvernance d'Emmanuel Macron. Et effectivement, Dominique de Villepin, par ses critiques, ou en tout cas mesurées, pose... Il le soutenait, hein. Il le soutenait. Alors il y a beaucoup de gens qui ont soutenu Emmanuel Macron et qui sont un peu déconcertés par les premiers mois de présidence d'Emmanuel Macron, parce que la force d'Emmanuel Macron, c'est savoir présenter un miroir, y compris à ses plus proches soutiens, et chacun de ses soutiens a projeté leur identité politique dans Emmanuel Macron. Et en réalité, Emmanuel Macron a une lecture beaucoup plus bonapartiste des institutions de la Ve République. François Bayrou a cru qu'il était centriste. Les responsables du Parti socialiste ont cru qu'il était social-libéral. Édouard Philippe a pensé qu'il était jupéiste, etc. On peut en rajouter. Emmanuel Macron, c'est surtout le chef qui décide. Yvan Rioufol, vous êtes d'accord avec ces phrases de Dominique de Villepin? Oui, plutôt, je pense on ne peut pas lui reprocher d'avoir une autorité. Je pense d'ailleurs qu'avec cette autorité, il tentait de corriger l'absence d'autorité de son prédécesseur, François Hollande. Donc ça, c'est une évidence. Mais je crois quand même qu'il y a une pente chez lui, une pente personnelle à l'autoritarisme. Même, on l'avait vu, par exemple, avec cette manière fort peu délicate qu'il avait eu de congédier le général de Villiers. C'est moi le chef. On pouvait penser que là, il y avait tout de même une maladresse à vouloir s'affirmer avec... Qu'il n'a pas payé cher, qu'il a finalement installé un personnage. On l'a vu après. Justement, il s'installe dans un personnage, mais enfin c'est un personnage qui quand même répond à son orgueil personnel, parce qu'on voit bien aussi qu'il a une haute idée de sa personne et qu'il ne supporte pas vraiment les remarques qu'on peut lui faire. Donc ça, c'est pour le contexte personnel. Il y a un contexte plus général qui montre que Macron, pour l'instant, n'a pas d'opposition, il n'a pas de parti, il a des médias qui sont plutôt conciliants, et donc il peut être porté également par l'euphorie. Autorité ou autoritarisme, vous appelez ça conciliant? Il peut être porté par une sorte de fascination sur lui-même. Excusez-moi, je pensais à autre chose en même temps. Et donc, de ceci, naturellement, cela montre cette pente qu'il peut avoir. Mais plus globalement, moi, je serais plus
Vous êtes assez radical dans votre livre, en tout cas. Hein, la grande mascarade, c'est ce que vous disiez. C'est ça. Je serai plus violent, si je puis dire, dans mes propos, dans la mesure où je pense qu'il y a de sa part beaucoup de théâtre à vouloir s'imposer dans ce débat public, alors qu'il ne pose pas les bonnes questions. Et c'est ceci qui me semble-t-il, est à reprocher au président de la République. Plus que la forme, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il cherche à corriger son absence de diagnostic par une forme qui me semble être de plus en plus dévolue à aller vers une sorte de despotisme plus ou moins bien éclairé. Pardon pour avoir bafouillé tout à l'heure. Non, je vous en prie, mais les despotes éclairés, ça fait écho. Mal éclairé, dit Yvan. Plus ou moins bien éclairé. Oui, plus ou moins bien éclairé, mais même le despote éclairé, c'était au 18e, même au 17e, à la fin du 17e. Normalement, au 21e siècle, dans les pays comme la France, on est passé à autre chose. Oui, normalement. Alors c'est sûr qu'Emmanuel Macron, dans son image, il suscite beaucoup cette idée du prince éclairé. On va dire, il va jusqu'à même se mettre en scène récemment au château de Versailles dans une interprétation de Pierre et le Loup. Je pense que la question de l'autorité, elle est fondamentalement dans son parcours politique. Emmanuel Macron, c'est quand même celui qui s'est imposé contre François Hollande. Donc il y a ce point de départ de la trajectoire d'Emmanuel Macron où il a su faire preuve et s'affirmer. Donc depuis le début, il incarne ça. Dans les enquêtes qu'on a réalisées tout au long de la campagne électorale au Cevipof, on mesurait les traits attachés. Eh bien, la question de l'étoffe du président de la République, il l'a eu très vite, assez haut, et il l'a maintenu pendant toute la campagne électorale. C'est par contre sur la question de sa proximité avec les Français, qu'il a longtemps aussi incarné, que sur cette dimension-là, l'autorité peut éventuellement lui jouer des tours. Pour moi, il y a 2 ou 3 sources possibles de contradiction dans la manière dont il incarne la fonction présidentielle. Il y a une contradiction peut-être un peu potentielle entre ce style et le message. Le message, c'est un message de renouvellement. C'est aussi un message de faire sortir par le bas de la société française la participation, la démocratie. Participation, renouveler le dialogue social. Et là, il y a une contradiction qui est potentielle. Il y a aussi potentiellement, je dirais, une contradiction entre son image, qui est une image pour le moment toujours assez fortement positive. Il fait ce qu'il dit, il est dynamique, mais aussi on voit apparaître dans les enquêtes d'opinion, il est hautain, il n'écoute pas. Il n'écoute pas les gens du peuple aussi. Il n'est pas attentif aux souffrances des petits, de ceux qui n'ont pas beaucoup. Donc s'il n'y prend pas garde, je pense que cette image d'autorité, de verticalité, qui est plutôt généralement créditée par les Français, peut lui jouer des tours. Effectivement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que là, dans cette semaine de tous les dangers qui commence, enfin de tous les dangers, en tout cas, c'est peut-être une des premières semaines avec une épreuve assez claire, assez nette et classique, je dirais, avec une manifestation jeudi, la grève SNCF, enfin ce sont des choses qu'on connaît et finalement qu'Emmanuel Macron aura affronté presque pour la première fois. Est-ce que cette particularité de caractère d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il peut le payer cher ou pas du tout ? Oui, en tout cas, c'est en partie cela qui est en cause. Moi, dans le débat sur autorité ou autoritarisme, j'ai plutôt tendance à penser que les Français attendent du président qu'il ait beaucoup d'autorité, pas seulement un peu, qu'il ait beaucoup d'autorité. Je rappelle que ceux qui lui ont fait cette critique récemment, Dominique de Villepin et Manuel Valls, chacun dans son genre, chacun d'ailleurs en reconnaissant qu'eux-mêmes étaient allés très loin dans l'autoritarisme. Tout à fait. Je fais observer c'est une forme de mea culpa qu'ils font en l'avertissant. Mais je fais observer que ni l'un ni l'autre n'était président de la République. Ils étaient Premier ministre. Et autant on peut trouver que quand le Premier ministre malmène sa propre majorité parlementaire, il fait preuve d'autoritarisme, autant lorsque le président de la République, qui a été élu directement par les Français pour conduire une politique, le fait et se montre très à cheval sur l'exécution des instructions qu'il donne, peut-être est-ce dans la nature de sa fonction. D'autre part, il me semble que, en effet, dans ce débat qui va avoir lieu cette semaine et peut-être d'une façon un peu musclée, il y a une critique qui monte et qui, à mon avis, est légèrement à côté de celle sur l'autoritarisme, qui est plutôt le déficit d'écoute et d'explication. Bien sûr qu'il est pour la verticalité, il l'a lui-même théorisé. Maintenant, c'est vrai que ça ne dispense pas d'écouter ce qui se passe dans le pays et surtout, encore plus important, me semble-t-il, d'expliquer la politique qu'il mène, les réformes qu'il veut faire. Il faut qu'il explique quel sens elles ont et peut-être que la réforme de la SNCF ou des réformes de la fonction publique s'imposent, mais il faut qu'ils prennent le temps de dire aux Français en quoi elles sont nécessaires et à quels résultats il espère qu'elles vont aboutir. Ça, pour l'instant, il ne le fait pas beaucoup. On va écouter le soutien qui lui est apporté en quelque sorte par Alain Juppé ce matin et qui dit « il faut tenir ». Là aussi, expérience et projection.
cette ouverture à la concurrence est positive. Je pense qu'elle pourrait être positive dans un domaine qui me tient à cœur, où l'échec de la SNCF est patent, c'est celui du fret ferroviaire. La SNCF est incapable de développer le fret ferroviaire, d'où une partie des problèmes de l'agglomération bordelaise, où se succèdent des murs de camions qui vont vers l'Espagne. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, les conditions de travail des cheminots ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 20 ou 30 ans. Et donc, l'idée, progressivement, d'aller vers un statut de droit privé, comme je l'avais fait pour France Télécom, me paraît une bonne réforme. Alors, il va falloir discuter. Il y a encore du grain à moudre sur bien des aspects, mais cette réforme doit se faire. Voilà, alors il explique et il détaille, on parlait de la réforme de la SNCF évidemment. D'une certaine façon, Emmanuel Macron ne veut pas faire Juppé, quoi, ne veut pas revivre Alain Juppé, le 95. Oui, mais pourtant il donne plein de signaux ou symboles, ou en tout cas ses ennemis politiques les utilisent, ces symboles, pour rappeler l'épisode de 95. Mais comme l'expliquait Hervé Gattegno, Emmanuel Macron utilise toutes les armes de la Ve République. Et ce qu'il faut comprendre par rapport à ses prédécesseurs, François Hollande ou Nicolas Sarkozy, c'est que il n'est pas enfant de mai 68, contrairement à ses prédécesseurs, il est vraiment de l'après 68. C'est-à-dire qu'il assume totalement de décider et il assume totalement son autorité, y compris au plus haut niveau de l'État. Et Nicolas Sarkozy, dans ses outrances, et plutôt François Hollande, dans ses hésitations, c'était des présidents qui, justement, avaient du mal à assumer leur autorité. Et donc, effectivement, on peut se demander si le curseur, par rapport aux Français, c'est est-ce que les Français ont élu Emmanuel Macron aussi sur une demande d'autorité, d'assurance, de réassurance de la fonction présidentielle. Là, on parle aussi, dans les phrases de Dominique Villepin, Manuel Valls aussi avait fait des réflexions de ce genre, mais moins dures peut-être, puisqu'il parle d'isolement, d'arrogance, couper des réalités, etc. C'est avec ce risque. Et je voudrais juste revenir sur la phrase de Nicolas Sarkozy début mars, qui disait « Aujourd'hui, les grands leaders du monde sont issus de pays qui ne sont pas de grandes démocraties ». Et il parle de Poutine. Il parle du président chinois. Et d'une certaine façon, est-ce qu'Emmanuel Macron ne veut pas dire, dans les démocraties, il peut y avoir aussi des grands leaders? Oui, il peut y avoir du leadership. Oui. Du leadership. Et il doit y avoir de l'autorité. Oui, c'est aussi de cela que les citoyens ont parfois le sentiment que les démocraties meurent ou en tout cas s'affaissent. C'est qu'à force de débattre et de vouloir de faire des heures de débat, parfois il n'y a plus de décision et François Hollande en était l'incarnation. Et donc c'est vrai que... Est-ce que la société française... Par antithèse, oui, Emmanuel mais est-ce Macron, que la société française est exactement dans cet état aujourd'hui? Je pense qu'il y a dans la société française et un peu partout aujourd'hui en Europe une demande d'autorité, mais ce que je crains, et c'est la faiblesse que je vois moi chez Emmanuel Macron, c'est qu'il confonde l'autorité et l'autoritarisme, pour revenir au sujet initial. C'est-à-dire qu'il avait conçu dans sa victoire comme étant une victoire de la société civile qui allait collaborer à son pouvoir dans une sorte d'horizontalité. Ensuite, une fois arrivé au pouvoir, il a déclaré qu'il en serait le Jupiter avec une verticalité qui s'est affirmée dans un habit présidentiel. Et depuis, l'on voit, et en tout cas c'est le travers que je vois moi, une sorte d'épuisement à vouloir convaincre une société qui ne l'écoute plus, ou en tout cas que lui-même ne veut plus écouter cette société-là. Il y a un risque de fracture qui s'aggrave alors qu'il a été élu précisément pour résorber cette fracture entre les élites et la société civile, pour aller vite. Et je pense qu'il ne voit pas ceci, ou du moins il cherche à s'en dégager. Et ce que je vois, moi, c'est que son autoritarisme se porte davantage à être fort avec les faibles et faible avec les forts. Et ceci est ressenti par la société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est, naturellement, il est fort vis-à-vis des retraités, vis-à-vis des cheminots, vis-à-vis des conducteurs automobiles, et il est faible vis-à-vis des salafistes, des frères musulmans, des zadistes qui sont encore à Notre-Dame-des-Landes, et de tous ces gros dossiers qui ne sont pas résolus. Et je crois que c'est cette manière qu'il a de vouloir s'afficher dans un autoritarisme de théâtre, mais qui en fait laisse passer beaucoup d'exigences, des vraies questions pour vous, des vraies questions de l'État, qui risquent de susciter la colère qui pour l'instant est sourde naturellement, et qui, de mon point de vue, n'ira pas dans les rues aux appels des syndicats, mais qui pourrait descendre pour d'autres sujets. D'une autre façon. On est ambigu sur ces questions, nous les citoyens. Dans l'enquête que nous réalisons au CEVIPOF, le baromètre de la confiance politique, on a fait une expérience assez marrante. On a demandé aux personnes qui répondent à notre enquête les qualités des hommes politiques. Il faut qu'ils arrêtent de parler, qu'ils agissent enfin. Très largement approuvé. Quelques minutes après, dans la même enquête, on demande aux mêmes personnes d'expliquer plus leur action. Il faudrait qu'ils prennent du temps avant de décider. Très largement appuyé. Et au fond, il y a une double demande dans nos démocraties. Il y a une demande d'efficacité,
vraiment, c'est-à-dire que les hommes politiques aillent au bout de leurs idées, c'est ce qu'Emmanuel Macron ne cesse de marteler, mais aussi il y a une demande et une aspiration de davantage de participation. Ça ne veut pas dire que les citoyens ont envie de se précipiter dans des réunions publiques pour délibérer, ça veut dire qu'ils veulent qu'on leur donne le sentiment que leur point de vue a été considéré, qu'il a été pris en compte. Donc il y a cette double demande, et je trouve que pour le moment, Emmanuel Macron met peut-être un peu trop le curseur du côté je la décide. Première demande de... Vous et savez, avec c'est cette contradiction potentielle sur son message de base de ressourcer la démocratie. C'est la phrase de Laurent Berger, concertez, concertez-vous et je décide. Oui, tout à fait. Il assume de décider entièrement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais Emmanuel Macron se retrouve lui-même... Et ça n'isole pas, et ça n'est pas l'arrogance, et c'est pas ce risque. Ah bah si, surtout qu'il ne faut jamais oublier, et ça c'est peut-être un défaut d'Emmanuel Macron, c'est que le peuple français est un peuple très politique, qui est aussi dans une demande d'égalité. Le peuple français s'est aussi construit à travers cette demande d'égalité depuis 1789 notamment. Et donc Emmanuel Macron, de ce côté-là, met ça un peu de côté au nom de l'efficacité, effectivement. Et si on retourne dans le passé, c'est-à-dire qu'en 2011, il écrivait un article dans la revue Esprit où il expliquait les choses d'une manière très précise. Et c'est d'ailleurs étonnant, parce que dans cet article-là de 2011, il critiquait l'hyper-présidentialisme à la française. Il demandait à ce que le Parlement ait plus de pouvoir. Et donc, il était exactement en front renversé de ce qu'il fait aujourd'hui d'une certaine manière. Mais il y avait également un élément et un indice important, c'est qu'il expliquait que sur les problèmes du temps long, expliquait-il, il pouvait y avoir une forme de réduction des pouvoirs politiques. Et ça, en gros, c'était toutes les questions budgétaires et toutes les questions qui se rapportent à l'Europe, où en réalité, il théorisait quasiment une parenthèse démocratique. Et ça, on l'a bien vu récemment encore, en 2005, par rapport au référendum sur le traité constitutionnel européen, ou même ensuite, par rapport à 2012, l'élection de François Hollande qui demandait de réorienter l'Europe. Les Français ont une demande de politique, y compris vis-à-vis de l'Europe. Et ce n'est pas, et Emmanuel Macron ne peut pas rester uniquement sur le plan de l'incantation sur les questions européennes. Il doit aussi remettre rapidement de la démocratie dans le cadre européen. Ça sera son prochain défi. En tout cas, ce sera dès cette semaine les grèves, la grève de jeudi, les grèves SNCF. Et c'est Philippe Martinez qui nous rejoint dans un instant, le secrétaire général de la CGT. Merci beaucoup à tous les quatre.